Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier café Communauté des savoirs jeunesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire-Marie Legendre et je suis coordonnatrice de l'axe qui s'appelle Développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté à l'Institut de Première Ligne. On est très content d'avoir autant de personnes avec nous aujourd'hui. La façon dont ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir une présentation de Marie-Lou Donneau de l'Observatoire des Tout-Petits. Et à la suite de cette présentation-là, qui va être assez courte, 20 minutes, on aura une courte période de questions et ensuite, on plongera dans le crunchy, dans la section atelier. Le déroulement et les consignes vous seront donnés à ce moment-là. Fait que l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment un atelier qui se veut interactif, qui se veut vraiment un espace de partage. Un café communauté des savoirs, c'est vraiment une réflexion dans laquelle on veut que tous les types de savoirs soient présents, les savoirs scientifiques, les savoirs professionnels, les savoirs expérientiels, pour que tous ensemble, on puisse co-construire quelque chose et pousser plus loin une réflexion. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est co-construire une vision idéale du continuum de services pour les enfants 0-8 ans afin de faciliter l'accès aux services. C'est de ça qu'on va parler et c'est de ça qu'on va discuter pendant les 2 heures et demie pendant lesquelles on va être ensemble. Je tiens à remercier l'Observatoire des Tout-Petits qui est notre collaborateur principal pour cette activité-là. De par la présentation qu'il va y avoir, mais aussi parce que, comme vous serez en sous-groupe tout à l'heure, toutes les personnes qui vont prendre des notes, c'est des personnes qui travaillent à l'Observatoire. Donc, vraiment, ils ont alloué beaucoup de ressources aujourd'hui pour nous soutenir. C'est super apprécié. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que on va discuter aujourd'hui autour de vignettes cliniques. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, sur différents thèmes, l'anxiété, le neurodéveloppement, la négligence, donc vraiment des thèmes assez variés. Et on va pouvoir, à la suite de l'événement, vous recontacter et partager tout ce qui sera ressorti, toutes les réflexions qui seront ressorties de cet atelier. Et que sans plus tarder, on va passer, je pense, non, on a même de l'avance. C'est très rare pour un événement comme celui-ci d'avoir de l'avance. Je vais vous présenter notre conférencière et ensuite, on aura 20 minutes de conférence, 5 minutes de questions et on pourra enchaîner avec notre atelier. Et oui, promis, on a prévu 2 heures et demie d'activité, mais il y aura une pause vers 10h50. Donc, pas de souci. Fait que je vais juste, avec 2 écrans, parfois c'est un peu compliqué. Je vais juste vous présenter. Non, m'excuse, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Voilà, je vais juste vous présenter notre conférencière. Et ensuite, je vais me taire et je vais lui laisser la parole. Donc, on a avec nous Marie-Lou Donneau de l'Observatoire des Tout-Petits. Elle travaille là-bas comme conseillère principale, communication et affaires publiques depuis 5 ans. Elle est responsable de la réalisation de campagnes de communication et des relations avec les partenaires et elle met tout en œuvre pour que les données et les connaissances les plus récentes percolent jusqu'aux oreilles des décideurs, des acteurs d'influence et des citoyens pour éclairer la prise de décision en matière de petite enfance dans tout le Québec. Marie-Lou est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en littérature de langue française de l'Université de Montréal. Elle évolue dans le monde de la communication depuis 12 ans. Elle a été coordonnatrice de production pour le magazine Primeur et elle a fait le saut en 2012 vers l'appui pour les proches aidants de personnes aînées. Maintenant, elle travaille à l'Observatoire et on est vraiment, vraiment contente de l'avoir avec nous aujourd'hui pour sa présentation. Donc, Marie-Lou, je vais te laisser la place et aussi tu vas pouvoir partager ton écran pour afficher ta présentation. Super. Oui, j'attends juste de pouvoir que tu saches, puis je partage mon écran juste après. Mon Dieu, comment je fais pour arrêter ça? Ce ne sera pas très long. Et voilà. Excellent. Hop, PowerPoint. Voilà. Je vais enlever cette petite barre. Hop. Et bon, peut-être que c'est dans le chemin, la petite barre finalement de vos yeux. OK.
Alors, on y va. Donc, merci. Quel bonheur d'être Déranger parmi vous 2 secondes, aujourd'hui. Marilou? Oui, Excuse-moi. bien On certain. te voit en mode comme note, on ne le voit pas en mode présentateur. Ah, ben, OK. OK, Excuse-moi. excellent. Pas de problème. Merci de me l'avoir dit. Est-ce que c'est mieux? Oui, merci beaucoup. OK. Bon, la petite barre me tanne vraiment. On va la mettre là. OK. Alors, ben c'est ça. Je disais merci. On est vraiment heureuse. C'est ça. Il y a une bonne partie de l'équipe parmi vous aujourd'hui et c'est vraiment un honneur d'être là. Donc, je vous dis un tout petit mot rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas sur l'Observatoire. Qui sommes-nous? Donc, on est un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon. Notre mission, communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec. Notre objectif, que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît et grandit. Comment on fait ça? Donc, on veille sur l'état de bien-être des tout-petits en rassemblant, en analysant les données et les connaissances les plus rigoureuses et éclairantes en matière de petite enfance, donc de la grossesse à l'âge de 5 ans. Et avec en main ces connaissances-là, on va essayer d'éveiller les décideurs, les acteurs d'influence, les citoyens en documentant et en communiquant sur tous les enjeux qui menacent le développement des tout-petits et quelles sont les mesures collectives qui pourraient être envisagées dans l'objectif de susciter ce qu'on souhaite, c'est susciter un dialogue dans la société constructif et porteur de changement. Donc, les données sont vraiment notre point de départ pour faire état de la situation et c'est à partir d'elles, de leur analyse, de leur compréhension et de nos échanges avec les organismes terrains, les chercheurs, la recherche, les décideurs, qu'on va tenter d'éveiller. Et un des moyens pour éveiller, mon Dieu, mon lapin vient de me mordre. Jamais a fait ça. Pardon. Un des moyens pour éveiller sont nos publications qui prennent plusieurs formes. Donc, je ne vais pas les défiler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble aujourd'hui, mais brièvement, on utilise divers véhicules, donc des portraits qui sont sur un cycle de 3 ans. Donc, un portrait qui porte sur les conditions de vie et un portrait qui porte sur santé mentale, santé physique, développement et périnatalité. Et un troisième portrait qu'on a ajouté cette année qui fait la recension de toutes les politiques publiques qui bénéficient aux tout-petits. Donc, c'est notre portrait « Que faisons-nous au Québec pour nos tout-petits et leurs familles ?» Donc, logement et sécurité alimentaire, services de garde, services de santé, services sociaux, etc. Donc, toute une œuvre. Et autre type de publication, nos rapports thématiques, donc qui se penchent sur des enjeux précis où on va vraiment forer un problème, voir quels sont les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, qu'est-ce qui se fait partout à l'international ou à l'échelle locale au Québec et qui est documenté scientifique ou prometteur pour prévenir ce problème-là. Donc ça, ce sont nos rapports thématiques dont on vous présente, euh, des extraits d'un de nos rapports thématiques aujourd'hui. Alors, j'entre dans le vif du sujet. Donc, pour comprendre l'état de développement des enfants à la maternelle, il nous faut examiner ce qui a marqué leur vie, de la grossesse de leur mère jusqu'à leur entrée à l'école. Donc, en plus des considérations biologiques, bien sûr, ce sont les expériences précoces vécues par l'enfant, de même que le soutien et la stimulation qu'il a reçue dans ces différents milieux de vie qui vont influencer son développement. Donc, quelles sont les conditions les plus déterminantes pour le développement de l'enfant? Quelles sont les conditions qui nous assureraient d'offrir des milieux de vie adaptés aux besoins des tout-petits dans lesquels ils peuvent s'épanouir, peu importe le milieu d'où ils naissent? Et bref, comment permettre à chaque enfant de profiter de tout ce que l'école a à lui offrir. Donc, c'est en ayant en tête ces grandes questions-là que notre équipe, accompagnée de plusieurs chercheurs, organismes terrain et entre autres, principalement également, qui nous a collaboré avec nous, Julie Poisson. Donc, nous nous sommes penchés sur l'analyse croisée
des 2 grandes enquêtes là, de l'ISQ, soit l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle et l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants à la maternelle. Et ces travaux ont mis en lumière 3 éléments clés qui jouent un rôle dans le développement de l'enfant, soit la qualité des milieux de vie, la stabilité de ces milieux-là et la continuité entre les milieux. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est le sujet d'un récent rapport thématique de l'Observatoire dont je vous présente là, quelques extraits aujourd'hui pour vous donner une idée, lancer les discussions de l'atelier. Mais sachez que je ne vais pas m'y attarder dans la présentation, mais ce rapport-là présente une foule de leviers d'action pour les gouvernements, pour les municipalités et pour les communautés pour influencer positivement la qualité et la stabilité des milieux de vie, que ce soit, donc on a des exemples pour le logement, le quartier, le service de garde, etc. Et il y a aussi la question de la collaboration qui est abordée pour assurer une cohérence entre les milieux et une continuité des stratégies éducatives, entre autres. Et on va aussi faire une brève incursion dans l'un des chapitres de notre portrait sur les politiques publiques qui porte ce chapitre-là sur l'accès aux services de santé, services sociaux, faire un bref survol des politiques en place qui peuvent y contribuer au Québec pour lancer, voir un peu quelques limites de ces politiques-là pour lancer vos discussions. Alors, sans plus tarder, donc la qualité des environnements. Qu'est-ce qu'on entend par qualité? Donc, lorsqu'on parle de la qualité d'un environnement, on s'intéresse d'abord donc à la sécurité affective et physique de ce milieu. Donc, il doit être chaleureux. Il doit être en mesure de répondre rapidement et adéquatement aux besoins de l'enfant. L'enfant doit être bien sûr à l'abri des blessures, autant physiques que psychologiques, pouvoir y évoluer en toute sécurité. Et la qualité d'un environnement est aussi associée à sa capacité à offrir une stimulation adaptée, bien sûr, au stade du développement de l'enfant où il est rendu. Alors, dans la présentation, je vais vous présenter pour chaque grande condition un exemple, mais sachez qu'il y en a plein dans le rapport entier. Et dans le rapport, on s'attarde, là, vous allez voir des exemples, mettons, service de garde, mais dans le rapport, on a des exemples à l'échelle de la famille du tout petit, à l'échelle de son service de garde et à l'échelle de son quartier. Donc, par exemple, pour la qualité, alors au sujet de la qualité des interactions entre l'enfant et l'éducatrice ou l'enseignante en maternelle, donc au Québec, selon les données les plus récentes dont nous disposons, il existe un lien entre la qualité des interactions et la formation de l'éducatrice. Donc, les intervenantes qui ont un niveau élevé de formation initiale sont plus sensibles aux besoins des enfants, interagissent davantage avec eux et leur offrent de meilleurs soins personnel. Ensuite, sur la stabilité. Donc, lorsqu'on parle de stabilité, de quoi on parle? Donc, on fait référence à la constance et à la prévisibilité de l'environnement social, émotionnel et physique de l'enfant. Donc, la stabilité va favoriser l'exposition de l'enfant à des interactions qui sont répétées, qui sont surtout prévisibles et qui vont l'aider à bâtir des relations de confiance avec les adultes aujourd'hui, mais aussi tout au long de la vie. Bien sûr, on est tous bien au fait de ça, mais on trouve important de souligner donc, la pandémie qui a engendré plusieurs changements imprévus dans la vie des tout-petits. Par exemple, un manque d'interaction avec leurs amis habituels, une perte d'emploi et de revenus chez leurs parents, même dans certains cas, des situations d'insécurité alimentaire. Donc, ce sont des drapeaux rouges qu'il nous faudra garder en tête, monitorer aujourd'hui et dans les années qui vont suivre. Donc, au sujet de la stabilité, bien sûr, les changements font partie de la vie. Toutefois, il faut juste garder en tête qu'ils sont exigeants pour les tout-petits et qui les obligent à s'adapter rapidement, ce qui peut générer du stress et nécessiter une période d'adaptation. Donc, chez la plupart des enfants, quand une situation stressante se présente, le système nerveux, hormonal va s'activer pour faire face à la situation et leur permettre de réagir adéquatement. Donc, en temps normal, si l'enfant est bien accompagné par les adultes qui l'entourent, il va pouvoir maîtriser son stress et s'adapter. Ça peut même être l'occasion pour lui de faire certains apprentissages. Par contre, lorsque le stress est trop grand,
les mécanismes d'adaptation de l'enfant peuvent être insuffisants et créer un déséquilibre physiologique important. Donc, c'est pourquoi les situations qui requièrent des changements fréquents et imprévus peuvent perturber l'équilibre des tout-petits de façon plus ou moins importante, surtout si les changements affectent les adultes qui prennent soin d'eux. Donc, un exemple, un seul pour rentrer dans notre temps. Donc, les changements de service éducatif. Donc, selon l'ECPEM, la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement, elle est plus grande chez ceux qui ont fréquenté 3 milieux de garde ou plus avant leur entrée à l'école que chez ceux qui en ont fréquenté 1 ou 2. Les répercussions seraient aussi plus importantes lorsque ces changements-là ne sont pas prévisibles. On a aussi d'autres recherches qui ont montré que la fréquentation d'un plus grand nombre de milieux de garde est associée à plus de problèmes de comportement et à une diminution des comportements prosociaux chez les tout-petits. Donc, les comportements où on va vers l'autre, on partage, on console, on réconforte, des comportements qui vont nous aider tout au long de la vie. Donc, on a en 2017, c'est un peu moins du quart des tout-petits de maternelle qui avaient fréquenté au moins 3 milieux de garde différents dans les 5 dernières années. On a également, là, par exemple, d'autres facteurs comme l'immigration, la rotation du personnel qui viennent également influencer la stabilité de l'environnement. Et par exemple, les enfants qui sont exposés à un plus grand nombre de changements d'éducatrices s'engagent moins auprès des adultes, passent plus de temps à ne rien faire et ont de moins bons résultats lorsqu'on évalue leur langage. Donc, un des exemples de cet impact-là. Enfin, la continuité. Donc, pour maximiser les effets positifs des différents environnements sur l'enfant, c'est important d'assurer une continuité, notamment en ce qui concerne les routines, les pratiques disciplinaires et les attentes des adultes envers les enfants. Donc, le manque de cohérence d'un milieu à un autre a des effets négatifs sur son développement. Donc, d'ailleurs, ce manque de cohérence-là pourrait expliquer certains problèmes de comportement chez les enfants, de même que de moins bonnes habiletés sociales, langagières ou motrices. Alors, une des solutions, bien sûr, le partenariat, donc la mise en place de pratiques qui favorisent la transition entre le milieu de garde et l'école, par exemple. La planification concertée de ces pratiques-là va favoriser la continuité entre les milieux de vie de l'enfant, spécialement pour les enfants qui ont des besoins particuliers. La cohérence d'un milieu à l'autre, elle est bénéfique pour le développement émotionnel et social de l'enfant. Le partenariat, en fait, entre les différents intervenants de différents milieux permet à chacun de comprendre le rôle, les attentes de chacun, de reconnaître aussi les expériences d'apprentissage auxquelles l'enfant a déjà été exposé et, bien sûr, d'encourager le transfert de connaissances. Donc, les partenariats entre les différents milieux dans lesquels l'enfant grandit sont importants pour assurer que ces transitions-là sont harmonieuses. Et des transitions harmonieuses favorisent non seulement la réussite éducative ultérieure, mais aussi la santé et le bien-être tout au long de la vie. Donc, on a ici des données, par exemple, la proportion des services éducatifs qui ont pris part à des activités de concertation, à des discussions ou à des rencontres avec le milieu scolaire. Donc, on est à 28 pour les CPE, à 11 pour les garderies subventionnées et 13 pour les garderies non subventionnées. Alors, entre les différents réseaux, donc dans le cas de la transition vers l'école, les différents milieux de vie de l'enfant doivent travailler ensemble pour favoriser la continuité. Par contre, bien sûr, une meilleure collaboration nécessite une compréhension mutuelle des milieux impliqués. L'arrimage des approches pédagogiques entre les milieux éducatifs de garde et l'école est également important. Donc, les experts proposent de, 1, favoriser les interactions en mettant en place différents moyens de communication, développer une approche cohérente de la transition vers l'école et accompagner les parents dans les démarches administratives, à commencer par l'inscription de leur enfant à l'école. Un exemple donc où la continuité favorise le développement, un exemple de la transition de la maison à
au service de garde. Alors, l'interaction parent-éducatrice, donc une relation de qualité entre le parent et l'éducatrice va favoriser la continuité entre la maison et le milieu de garde, la bonne communication entre les parents, les éducateurs, permet une meilleure compréhension aussi des pratiques éducatives en place à la maison et favorise la cohérence entre les deux milieux. Donc, on a ici les résultats des dernières grandes enquêtes, le Grandir en qualité, où le score, en fait, la qualité des interactions entre l'éducatrice et les parents, elle est jugée entre bonne et acceptable. Elle est surtout bonne dans les garderies non subventionnées pouponnières, les CPE 18 mois 5 ans et les CPE pouponnières également. Donc, voilà, petit mot rapide, donc, comme je vous disais, sur le chapitre sur les politiques publiques qui favorisent l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Rapidement, qu'est-ce que c'est une politique publique? Toute action stratégique menée par une municipalité, un gouvernement, qu'il soit provincial ou fédéral, qui est menée afin d'atténuer ou favoriser certains phénomènes qui se manifestent dans la population. Ce qu'il faut savoir dans ce portrait-là, dans tous les chapitres, ce ne sont pas que les politiques qui agissent directement sur l'enfant qui sont importantes pour les tout-petits. Celles qui soutiennent les parents sont tout aussi importantes, ainsi que celles qui améliorent les conditions de vie des tout-petits et de leur famille. Donc, voilà. Et vous allez remarquer là, dans la liste des politiques juste après qu'il y a différents types de politiques publiques. Donc, quand on entend cette expression-là au sens large, une politique peut être une loi ou un règlement, des mesures fiscales, un programme de services, comme le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance en est un régime public d'assurance collective comme le RQAP, un programme d'aide financière, etc. Bien sûr, ces catégories-là ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Donc, les régimes publics, par exemple, peuvent être inclus dans les lois, etc. Donc, voici les grandes politiques publiques qui peuvent favoriser l'accès aux services de santé et services sociaux au Québec. Donc, nous avons bien sûr le programme CIP de services intégrés en périnatalité pour la petite enfance, les services aux personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. La stratégie 0-8 ans dans le cadre de la politique de la réussite éducative en est une également. Le programme Agerto, bien sûr la loi sur la protection de la jeunesse en est une. Le programme d'intervention comportementale intensive également auprès des enfants atteints de TSA en est une également. Et bon, comme je vous disais, en fait, dans les chapitres du portrait, les chercheurs ont fait ressortir lorsqu'il y avait eu des études d'évaluation d'impact de ces différentes politiques-là. Donc, les résultats sont résumés pour chacune. Moi, je vous en ai sorti là, 2 seuls qui pourraient aider à susciter les discussions. Donc, la collaboration et la concertation interréseau. Donc, en 2020, le Conseil supérieur de l'éducation rapportait que la collaboration entre les réseaux dans les services aux enfants demeurait insuffisante au Québec, voire presque absente de certains milieux. Donc, le Conseil déplorait qu'en dépit de certaines initiatives, les actions sur le terrain demeuraient compartimentées et que les interventions auprès des enfants et des familles s'effectuaient en vase clos. Une autre limite de ces politiques-là, les barrières d'accès. Donc, la recherche montre que les parents d'enfants ayant des besoins particuliers font face à certains défis lorsqu'il est question d'avoir accès aux services. Donc, premièrement, manque de considération parfois de la part de certains professionnels relativement aux inquiétudes des parents vis-à-vis du développement de leur tout-petit, manque d'informations sur les démarches à entreprendre pour avoir accès aux services, la nécessité d'avoir à consulter plusieurs personnes avant de trouver plusieurs ressources, avant de trouver la bonne porte d'entrée vers le service et bien sûr la nécessité d'avoir un diagnostic clair pour avoir accès à certains services, ce qui peut allonger le temps d'attente. Des exemples dans tous les chapitres, comme je le disais, il y a des recensions là, de qu'est-ce qui se fait à l'international ou à l'échelle locale ou dans les projets de recherche qui peuvent nous inspirer pour améliorer nos politiques. Je vous en présente
très, très rapidement, là, 3. Donc, il y a un projet de recherche qui a porté là, sur, entre autres, mais il y en a plein, mais il y en a un dont on parle dans le portrait, bref, qui explore cette idée à quel point c'est une responsabilité partagée. Donc, la détection précoce des difficultés que peut vivre un enfant, c'est une responsabilité partagée entre plusieurs intervenants de la petite enfance et la famille. Au Québec, le personnel des services éducatifs à la petite enfance se reconnaît cette responsabilité de détection précoce des difficultés que peut vivre un enfant. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce projet-là, donc la totalité du personnel qui ont participé à l'enquête, qui considère que la détection des enfants pour lesquels il a des doutes concernant son niveau de développement fait partie de son rôle. Ensuite, il y a une étude menée auprès d'éducatrices en CPE qui a montré qu'un service d'accompagnement par une ergothérapeute leur a permis d'être plus outillés pour effectuer un travail de dépistage et d'intervention auprès d'enfants ayant des besoins particuliers. Les enfants peuvent être alors plus rapidement dirigés vers les services appropriés. Et enfin, il y a un rapport qui proposait des solutions pour réduire les barrières d'accès aux familles. Premièrement, s'assurer que toutes les familles reçoivent les informations concernant les services, prévoir des interprètes ou du temps pour créer des liens de confiance, former les intervenants pour essayer de réduire les attitudes négatives qu'ils pourraient avoir envers les familles, aller à la rencontre des familles et miser sur plusieurs portes d'entrée. Donc, voici la fin de notre petite présentation. Vous avez là les liens si vous souhaitez vous abonner à l'infolette de l'Observatoire, être au courant des différentes nouveautés. Notamment, sous peu, on va diffuser les actes du forum Agir ensemble pour l'inclusion en service de garde éducatif, qui est une collaboration de l'Observatoire à un forum organisé par la Table pour l'intégration en service de garde des enfants ayant une déficience de la région de Montréal. Donc, ça, ce sera sous peu là, lancé de part et d'autre et un super beau document qui pourrait être inspirant aussi pour vous. Voilà, terminé.